11 jours après le début du tournoi de football le plus ambitieux jamais organisé sur le sol américain, les scores sont devenus presque accessoires. 3 pays sont déjà sur le chemin du retour, éliminés. Mais la vraie histoire, celle que les communiqués de la FIFA ne raconteront jamais, se déroule dans les aéroports, les bureaux gouvernementaux, les frontières et les rues des villes, loin des pelouses. Ce devait être le mondial qui change tout. 48 nations, 3 pays hôtes, 104 matchs répartis dans 16 villes, de Vancouver à Mexico. La FIFA l'a présenté comme le plus grand tournoi de l'histoire de l'humanité, avant même qu'un ballon roule. Elle l'a fait avec cette assurance née d'années passées à préparer le résultat. Ce qu'elle n'a pas organisé ou qu'elle a choisi d'ignorer, c'est le contexte politique qui l'attendait lorsque le tournoi est enfin arrivé. Commençons par la frontière. Car c'est là que cette histoire commence, et c'est là qu'elle revient toujours. Omar Abdulkadir Artan a 34 ans. Pendant des années, il a gravi les échelons de l'arbitrage africain et acquis la réputation qui permet à un arbitre d'intégrer la liste d'élite de la FIFA de 52 noms. Il avait un visa américain. Il avait ses accréditations FIFA. Il avait une affectation confirmée pour arbitrer un match de Coupe du Monde. Il a quitté la Somalie pour Istanbul, pris une correspondance, puis atterri à l'aéroport international de Miami le 9 juin. Il n'a jamais franchi la douane. Le département de la sécurité intérieure a déclaré à Al Jazeera qu'il avait été jugé inadmissible pour des préoccupations de contrôle préalable. Plus précisément, parce qu'il était associé à des personnes soupçonnées de lien à des organisations terroristes. Aucune accusation, aucun procès, aucun recours à l'entrée. Simplement un tampon et un retour. Artan est devenu le premier arbitre de l'histoire de la Coupe du Monde physiquement écarté du tournoi avant de fouler une pelouse. Andrew Giuliani, chef de la task force de la Maison-Blanche pour la Coupe du Monde de la FIFA et fils de l'ancien maire de New York, a défendu la décision sans hésiter. Il a dit aux journalistes que l'administration avait le devoir de faire passer la sécurité avant le calendrier sportif. La FIFA a publié un communiqué de déception et dit qu'elle travaillait avec les autorités américaines pour trouver des solutions. La solution, semble-t-il, fut de trouver un remplaçant et de passer à autre chose. Mais Artan n'est qu'un nom sur une liste qui s'allonge depuis avant le début du tournoi. L'Irak a envoyé sa sélection aux États-Unis. Dans la délégation se trouvait Ayhan Hussein, attaquant titulaire et l'un des joueurs que la Fédération irakienne de football comptait pour représenter le pays dans sa campagne de Coupe du Monde la plus importante depuis des décennies. Hussein a été retenu à la frontière pendant 7 heures. Les agents américains ont vérifié son téléphone. Ils ont vérifié ses documents. Ils l'ont interrogé. Il a finalement pu entrer. Le photographe de l'équipe qui voyageait avec la délégation irakienne, lui, ne l'a pas été. L'entrée lui a été refusée. Aucune explication publique. Le récit visuel de la participation historique irakienne au tournoi comportera un vide impossible à combler, parce que la personne chargée de le faire a été refoulée à la porte par la politique frontalière du pays hôte. Ce n'est pas un accident, c'est une politique. 39 pays sont soumis à une interdiction de voyager totale ou partielle appliquée par l'administration Trump. Pour 19 d'entre eux, le département d'État a suspendu toute délivrance de visa. 4 des 48 nations engagées dans ce mondial, l'Iran, Haïti, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, sont visées par des interdictions de voyage américaines. Leurs citoyens ne peuvent se rendre dans les villes hautes des États-Unis pour voir jouer leurs équipes nationales. Des supporters de dizaines d'autres pays affrontent des délais de visa allant de 3 à 6 mois, sans garantie d'accord même après avoir réservé leur vol et payé leurs hôtels. L'Allemagne a publié un avis officiel avant du tournoi, déconseillant à ses citoyens d'aller aux États-Unis. Le Royaume-Uni a fait de même. L'Équateur a condamné publiquement les opérations migratoires américaines. Ce ne sont pas des États adverses faisant du théâtre politique. Ce sont des alliés de longue date qui décident que le conseil officiel à leurs propres citoyens doit être de réfléchir à 2 fois avant de voler pour l'Amérique du Nord. L'ACLU a averti qu'un visa valide ou une autorisation de voyage ne garantit plus l'entrée, et que les agents des douanes et de la protection des frontières ont un large pouvoir discrétionnaire pour retenir, interroger ou refuser tout voyageur à tout point d'entrée. Des informations sur des contrôles intrusifs des réseaux sociaux et des fouilles d'appareils électroniques sans mandat circulaient avant le premier match. Human Rights Watch a publié en avril 2026 un guide pour les journalistes du tournoi décrivant ce qu'elle appelait un climat de peur autour de l'épreuve,
Dans le même document, l'organisation listait la faible réponse de la FIFA aux risques posés par l'immigration américaine et soulignait des engagements de droits humains non tenus par la FIFA comme par les villes hôtes. Ces engagements méritent qu'on s'y arrête, car ils sont l'accord initial qui a rendu ce mondial possible. Lorsque les États-Unis, le Canada et le Mexique ont obtenu conjointement le tournoi de 2026, la FIFA a déclaré, pour la première fois de son histoire institutionnelle, que des critères relatifs aux droits humains intégreraient le processus de candidature. Les villes hôtes devaient en signer des engagements contraignants. Atlanta s'est engagé à porter le salaire horaire des travailleurs du tournoi à 17,50 $. Dallas a promis de lutter contre la traite des êtres humains. Vancouver a présenté une politique de tolérance zéro contre les discriminations. Ce n'était ni des suggestions ni des ambitions. C'était pas des documents signés, versés au dossier de candidature. En mars 2026, Amnesty International a publié un rapport formel décrivant ce qu'elle appelait une urgence en matière de droits humains aux États-Unis. Il citait les abus dans la politique migratoire, les détentions massives et la criminalisation de la contestation comme des traits centraux de l'environnement. Tout cela au moment même où la FIFA célébrait publiquement ces mêmes villes hôtes pour leur engagement en faveur des droits humains. L'écart entre les documents signés et la réalité du terrain n'est pas une affaire d'interprétation. C'est une affaire de politique. La réponse de la FIFA à cet écart reste constante. Elle maintient le calendrier. Elle exprime son inquiétude par des communiqués soigneusement rédigés. Elle affirme travailler avec les autorités compétentes. Puis, elle tient une conférence de presse sur les records d'affluence prévus. Regardons le Mexique. Guadalajara, l'une des villes hautes du mondial, a été secouée par les violences du crime organisé avant le tournoi. En février 2026, une opération conjointe des forces mexicaines et du renseignement américain a abouti à l'assassinat d'un chef de cartel majeur. La réponse criminelle a été rapide et délibérée. Des infrastructures ont été visées, des véhicules ont été incendiés, des routes reliant des points clés ont été perturbées. Au 1er juin, plusieurs chantiers routiers et de métro à Monterrey, toutes proches, n'étaient toujours pas achevés. Des travaux de rénovation se poursuivaient encore aux abords de l'aéroport international de Monterrey, moins de 2 semaines avant le premier coup de sifflet. Le jour de l'ouverture à Mexico, la Coordination nationale des travailleurs de l'éducation, un grand syndicat enseignant, a organisé une manifestation devant le stade Azteca. Sa revendication était précise. La présidente Claudia Sheinbaum devait tenir ses promesses de réforme des retraites. Mais la protestation s'est presque aussitôt élargie. Des proches de disparus se sont joints au mouvement. Des collectifs de femmes ont défilé. Des groupes de mères chercheuses qui passent depuis des années leur vie à retrouver des proches disparus dans la longue guerre mexicaine contre la drogue ont porté leurs banderoles jusqu'aux portes du mondial. Des décorations installées autour du stade ont été vandalisées. Les manifestations ont continué pendant tout le match d'ouverture, à moins de 100 mètres de l'endroit où les équipes s'échauffaient. 3 pays hôtes, 3 crises distinctes. Une organisation qui dit au monde que tout se déroule comme prévu. La situation concernant l'Iran relève d'une catégorie à part, et il faut prendre un moment pour comprendre exactement ce qui s'est passé. Pendant des mois avant le tournoi, les joueurs iraniens, staff technique et personnel de soutien ont vécu dans un limbo bureaucratique. Des autorisations d'entrée ont été refusées à des membres du staff. Les décisions de visa ont été retardées sans explication. Le camp de base initialement attribué à l'Iran en Arizona a été déplacé. L'équipe a été redirigée vers Tijuana, au Mexique, de l'autre côté de la frontière, alors qu'on ignorait encore si les joueurs recevraient les visas nécessaires pour entrer dans les villes américaines où ils devaient jouer. Le ministre iranien des Sports, Ahmad Donamali, a déclaré publiquement que le traitement réservé à son pays était une discrimination à motivation politique claire. Les visas des joueurs ont finalement été accordés 7 jours avant l'ouverture du tournoi. 7 jours. Après des mois d'incertitude, après le déplacement du camp de base, après les refus opposés au personnel, l'équipe nationale iranienne de football a appris qu'elle participerait effectivement à la Coupe du Monde à moins de 2 semaines de son premier match. Puis, les matchs ont commencé et la politique les a suivis jusque sur le terrain. À Los Angeles, des supporters iraniens ont introduit dans le stade des drapeaux au lion et au soleil, en violation directe d'une interdiction de la FIFA sur ce symbole. Ils ont hué l'hymne national iranien actuel et chanté à la place la version antérieure à 1979, celle d'avant la révolution islamique. Le stade est devenu, en temps réel, un lieu d'expression politique que le gouvernement iranien a vu comme un acte de dissidence.
Dona Mali a réagi le 10 juin en déclarant que l'équipe iranienne pourrait se retirer de ses matchs restants si des drapeaux non officiels ou des chants contre l'équipe nationale se poursuivaient dans les enceintes FIFA. La position de la FIFA a été de maintenir sa politique et d'encourager chacun à respecter le cadre du tournoi. Mais la FIFA avait déjà montré comment elle comptait gérer l'expression politique dans cette compétition. Avant le début de la phase de groupe, la FIFA a édicté une règle interdisant aux joueurs de se couvrir la bouche sur le terrain. L'objectif déclaré était d'empêcher les joueurs de communiquer à leurs coéquipiers des messages de contestation hors du regard des officiels. Le Paraguayen Miguel Almirón est devenu le premier joueur de l'histoire de la Coupe du Monde à recevoir un carton rouge selon cette nouvelle règle, expulsé contre la Turquie. La portée de ce moment ne doit pas être ignorée. La FIFA avait anticipé que des joueurs useraient de communication dissimulée pour exprimer leur désaccord. Et plutôt que de traiter les conditions qui le produisaient, elle a écrit une règle criminalisant le geste. Le tournoi a anticipé la contestation si précisément qu'il a légiféré contre le fait de chuchoter. Côté ouest-africain de cette histoire, la situation est tout aussi dure. Des supporters de Côte d'Ivoire et du Sénégal, deux grandes cultures footballistiques passionnées, se sont vus dire par des responsables américains qu'ils ne pouvaient pas se rendre aux États-Unis pour assister aux matchs de leurs équipes. C'est documenté. Les supporters savent qui ils sont. Leurs équipes savent qui manque en tribune. La situation d'Haïti porte un poids à part. L'équipe nationale haïtienne s'est qualifiée pour cette Coupe du Monde pour la première fois depuis 1974. C'est le genre de moment qui marque une génération de supporters dans un pays qui a traversé des épreuves extraordinaires ces dernières décennies. Les supporters haïtiens ont été empêchés d'entrer aux États-Unis pour le voir. Ils ont regardé de chez eux. Leurs joueurs sont entrés sur la pelouse d'un stade américain et ont joué sans les gens qui avaient attendu 52 ans pour voir cela. Le calcul des éliminations est désormais fixé pour 3 pays. Haïti est dehors. La Turquie est dehors. La Tunisie est dehors. Ce sont les 3 premières nations éliminées de la Coupe du Monde 2026. Et lorsque l'histoire de ce tournoi sera écrite, ces éliminations seront sans doute des notes de bas de page. Les histoires qui définiront cette Coupe du Monde sont celles qui se déroulent hors du terrain. Un arbitre somalien qui a bâti sa carrière pour atteindre le plus haut niveau de sa profession, refoulé à la frontière américaine malgré tous les documents requis. Un attaquant irakien retenu 7 heures tandis que les agents frontaliers fouillaient son téléphone. Un photographe irakien tout simplement refoulé, sa mission professionnelle impossible par la politique frontalière du pays hôte. Des Iraniens vivant à Los Angeles chantant un hymne interdit dans un stade américain pendant que leur propre gouvernement menaçait de retirer l'équipe à cause du bruit. Un joueur paraguayen recevant le premier carton rouge de l'histoire de la Coupe du Monde pour s'être couvert la bouche. Des enseignants et des maires défilant près du stade Azteca le jour de l'ouverture, tandis que la violence des cartels planait sur une autre ville, haute à quelques centaines de kilomètres au nord. L'Allemagne disant à ses citoyens de réfléchir sérieusement avant de prendre l'avion pour un pays qui accueille le plus grand événement sportif mondial. Sous tout cela se trouve une histoire institutionnelle plus large, qui ne commence pas en juin 2026 mais remonte à plus de 10 ans. Le rapport de la FIFA aux controverses politiques n'a rien de nouveau. L'organisation qui se présente aujourd'hui comme championne des droits humains est l'institution qui a passé une bonne partie des années 2000 au centre d'une des plus vastes enquêtes pour corruption de l'histoire du sport international. En 2015, des procureurs fédéraux américains ont rendu publiques des inculpations contre 14 responsables actuels et anciens de la FIFA, pour des chefs incluant racket, fraude électronique et blanchiment d'argent. Des centaines de millions de dollars de pots de vin avaient circulé pendant des décennies en échange de droits d'accueil de tournois et de contrats de diffusion. L'enquête a été menée par le FBI et l'IRS, c'est-à-dire le même gouvernement qui restreint aujourd'hui les visas des participants au tournoi. Le président de la FIFA, alors en poste Sepp Blatter, a démissionné quelques jours après. Michel Platini, largement considéré comme son successeur favori, a été exclu du football après que les autorités suisses ont établi qu'il avait reçu de Blatter un paiement de 2 millions de dollars sans base contractuelle valable. Le scandale a touché chaque recoin de l'organisation, des dirigeants du football caribéen au cadre du marketing, jusqu'au vice-président qui avait dirigé la FIFA pendant des décennies. La réforme qui a suivi a produit de nouveaux cadres éthiques et une nouvelle politique de droits humains, celle intégrée au processus de candidature de 2026. Gianni Infantino est devenu président de la FIFA en 2016, sur une promesse de réforme. Il est depuis
Devenue l'une des figures les plus clivantes de la gouvernance sportive mondiale, régulièrement critiquée par les organisations de défense des droits humains pour favoriser les revenus et les relations politiques au détriment des principes que son organisation affirme défendre. Sa réponse à la crise grandissante de ce tournoi est parfaitement conforme à son profil. En mai 2026, une coalition d'organisations de défense des droits humains, de groupes de supporters et de syndicats a écrit à 19 sponsors commerciaux de la FIFA pour réclamer ce qu'elle a appelé une trêve de l'ICE, une demande formelle à l'administration Trump de suspendre les opérations d'expulsion et de détention dans les villes hôtes de la Coupe du Monde et leurs environs pendant le tournoi. La lettre a été envoyée à des entreprises comme Adidas et Coca-Cola, qui représentent des milliards de dollars de revenus pour la FIFA. Human Rights Watch a publié le 10 juin une déclaration appelant les sponsors à utiliser leur influence et décrivant un tournoi se déroulant sur fond de rafles migratoires massives et d'exclusion systématique des supporters. Les sponsors n'ont offert aucune réponse publique. La posture de l'administration Trump pendant la préparation du tournoi est restée conforme avec son agenda général. America First ne s'arrête pas pour un calendrier sportif. Une caution de visa pouvant atteindre 15 000 $ pour certains visiteurs a été partiellement levée dans les semaines précédant le tournoi comme geste de bonne volonté, mais l'architecture de contrôle est restée intacte. Les opérations de l'ICE ont continué. Les raids ont continué. La CLU a publié des recommandations indiquant que même des voyageurs munis de documents valides pouvaient être retenus, fouillés ou refoulés à la discrétion de douaniers et que les comptes de réseaux sociaux étaient examinés dans le cadre du processus d'admission. Ce qui rend l'édition 2026 si complexe, c'est qu'elle est à la fois la plus grande Coupe du Monde de l'histoire selon presque tous les critères et la plus politiquement chargée. L'élargissement de 32 à 48 équipes a été la réalisation majeure d'Infantino. Il a apporté de nouveaux marchés TV et de nouveaux revenus audiovisuels. Il a aussi fait entrer des nations dont les supporters et les responsables avaient beaucoup plus de chances de se heurter à une politique migratoire américaine agressive que les délégations d'Europe de l'Ouest. La logique d'inclusion s'est heurtée de plein fouet à la logique d'exclusion. Le format élargi signifiait que des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire et Haïti disputaient un tournoi organisé dans un pays dont le gouvernement avait officiellement désigné leurs citoyens comme inadmissibles. La FIFA a célébré ce format comme un symbole de la portée mondiale du football. Les interdictions de voyager qui attendaient plusieurs de ces mêmes délégations n'apparaissaient bon pas dans le communiqué. Le Tour des 32 commence le 28 juin. La finale est prévue le 19 juillet au MetLife Stadium, dans le New Jersey. D'ici là, l'environnement politique qui a défini les 11 premiers jours ne va pas changer. Les politiques de contrôle ne s'interrompront pas. Les interdictions de voyager ne seront pas levées. Chaque tournoi produit des moments qui entrent dans la mémoire du football, un but que personne n'oublie, une surprise que personne n'avait anticipée. Ces moments sont réels et ils auront lieu. Mais ils auront lieu dans un cadre qui a exclu certains supporters avant le premier coup de sifflet, retenu certains joueurs avant leur hôtel et renvoyé au moins un officiel de match chez lui depuis un aéroport, sans explication. La question de savoir si la crédibilité de la FIFA survivra intacte à ce tournoi n'est pas rhétorique, elle est opérationnelle. Des contrats sans lui sont déjà en négociation pour la Coupe du Monde 2030 sur 3 continents. L'édition 2034 a été attribuée à l'Arabie saoudite, une décision qui a déclenché sa vague de critiques en matière de droits humains. L'organisation qui prend ces décisions est la même qui a signé des engagements contraignants pour les villes hôtes américaines, puis maintenu le calendrier pendant que ces engagements restaient systématiquement non tenus. 11 jours passés, 33 restants. Le tableau d'affichage vous dit qui gagne les matchs. Tout ce qui se passe en dehors du stade vous dit autre chose sur ce que ce tournoi a coûté et sur ceux qui l'ont déjà payé.